Monsieur le Président, mon cher Jean-Hervé, quel plaisir de te retrouver, de vous retrouver avec le Cercle des économistes ici dans ce parc Jourdan et au fond, au cœur de la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille Université. Cela fait des années que nous sommes partenaires, que nous sommes amis pour ces manifestations et tu le sais, ce ne sont pas aujourd'hui des mots convenus. Tu sais combien notre université a essayé d'œuvrer pendant toute la crise pour pouvoir accueillir les jeunes dans les moins mauvaises conditions possibles, pour pouvoir accompagner nos étudiants, ceux qui étaient en grande difficulté, en grande précarité, ceux qui étaient en fracture numérique, ceux qui avaient besoin de documentation pour leur travail. Nous avons œuvré depuis 15 mois, jour et nuit, pour la jeunesse qui est ici aujourd'hui. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir les accueillir, de pouvoir vous accueillir avec le président Éric Berton, président de l'université. Pour nous, c'est absolument fondamental. Cette université, Jean-Laurent le rappelait, Jean-Hervé le rappelait, cette université est la plus belle du monde. Elle est la plus belle du monde, elle est la plus importante de France, elle est labellisée initiative d'excellence. Et cette université, je vois les questions qui vont être les vôtres à l'occasion de ce masterclass, puis toutes les réflexions que vous avez eues sur résister, puis imaginer l'avenir. On est dans le même mouvement que vous, on est dans le même trip que vous. Parce que c'est ça que nous recherchons aujourd'hui, nous, universitaires, c'est essayer d'imaginer comment, d'une crise sanitaire mondiale, terrible, qui va entraîner une crise économique, vous en parlerez bien mieux que moi, et donc une crise de l'emploi, comment de ce triptyque qui paraît catastrophique, nous pouvons, nous, universités, aider à imaginer quelque chose qui permette de construire cet avenir et ce futur qui existe peut-être déjà, on va le voir tout à l'heure, avec vous et pour vous. Parce que c'est bien avec vous et pour vous que nous avançons, c'est bien avec vous et pour vous que nous travaillons, université, cercle des économistes en ce mois de juillet. Et puis, vous êtes l'avenir de ce pays, vous êtes l'avenir du monde. Alors, quand on le dit comme ça fait peut-être grandiloquent, mais c'est la réalité. Et notre devoir est de vous accompagner, et ce devoir est encore plus fort dans les moments que nous venons de traverser. C'est pour toutes ces raisons que vous me voyez le sourire aux lèvres aujourd'hui. J'ai même chaussé mes baskets parce que je n'arrive pas à marcher à cause d'une entorse pour venir vous rejoindre et vous souhaiter de belles masterclass et Jean-Hervé te souhaiter un beau cercle des économistes. Merci. Bien, un grand merci. Je vois que vous êtes tous en bleu. Vous savez que c'est une couleur qui a une signification très particulière, mais à vous de la découvrir tout au long de ces 2 journées et demie. Peut-être vais-je me répéter par rapport à ce que je vous ai dit hier soir, mais je le dis aussi pour nos 2 éminents collègues que sont Madame Masson-Delmotte et Étienne Klein. Je voudrais dire à quel point ces rencontres sont particulières pour une raison qui est très simple, c'est que sur un plan politique, sur un plan économique, en réalité, notre pays est confronté à des défis qui sont majeurs. Alors, si on voulait donner 2 signes évidents, celui que tout le monde a en tête, celui d'une abstention massive, donc c'est quand même un signe politique qu'on a beaucoup de mal d'ailleurs à interpréter, mais est-ce que c'est un rejet, est-ce que c'est un manque de confiance, très difficile à imaginer. Et puis, en même temps, on a, dès le premier jour ou deuxième jour de déconfinement, des grèves de la SNCF, ce qui nous replonge dans les beautés du fonctionnement de la société française. Donc on est confronté à, j'allais dire, une situation très particulière
Et comme je vous le disais hier soir, notre objectif sera bien entendu d'être sur le plan économique très solide, et vous verrez que nous le serons. Je vais vous décrire en 2 mots ce qu'on va faire pendant les 56 sessions et débats que nous allons avoir, mais on va surtout essayer de replonger dans, j'allais dire, les solutions, ou l'analyse d'abord et les solutions que nous pouvons au fond apporter à cette année qui vient qui est devant nous, et dans lequel des femmes et des hommes vont s'affronter sur un plan politique. Et notre objectif, c'est de leur dire, il faut maintenant traiter la dizaine de sujets que nous avons en tête. Il y a une partie de la déclaration finale qui a déjà été rédigée, qui est, je trouve, de bonne qualité, mais évidemment, c'est impossible de faire autre chose que de la garder secrète jusqu'à dimanche, puisque c'est une déclaration qui va aussi s'inspirer de toutes les, j'allais dire, des propositions qui seront faites au cours de toutes les sessions. Mais il y a 10 problèmes qui sont majeurs, et nous démarrons par 2 problèmes majeurs pour bien les saisir. Je l'ai peut-être déjà dit hier, mais je le redis, c'est les problèmes de la jeunesse. C'est-à-dire que nous avons en France la chance inouïe d'avoir une jeunesse nombreuse. Et évidemment, elle est ni mieux ni moins bien que les précédentes, ni mieux ni moins bien que celle des autres pays, pas de raison, mais elle est plus nombreuse. Donc c'est elle qui façonne au fond les espérances et le devenir d'un pays. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas la première fois à avoir ce concours, mais cette année, je peux vous garantir que votre présence est absolument déterminante, parce qu'on va dire et penser. Juste une parenthèse, vous aurez un de vos camarades qui a eu le prix l'année dernière, ou non, il y a 2 ans ou 3 ans, le prix des jeunes, et qui sera présent pour la session de Christine Lagarde avec la conseillère spéciale de Biden pour le climat, et avec le numéro 2 du gouvernement espagnol. Donc, c'est à la fois symbolique, ça ne change pas la face du monde, mais ça montre bien que nous n'imaginons pas qu'avons-nous appris de l'année 2020 autre chose que d'avoir aussi le point de vue de gens qui sont de cette génération qui monte et qui en fait a été sacrifiée. C'est d'ailleurs, une parenthèse, c'est un débat chez les membres du service économiste assez fort sur l'emploi des termes. Est-ce que cette génération, la vôtre, a été en 2020 sacrifiée, ou est-ce qu'elle ne l'a pas été? Et au fond, selon la position qu'on a, on imagine, si elle a été sacrifiée, des difficultés formidables de relations intergénérationnelles, et si elle ne l'a pas été, on imagine des solutions pour essayer d'améliorer les choses. Et vous verrez aussi que dans la déclaration finale, on fait des propositions qui sont assez forte. Puis le deuxième thème, c'est la qualification. Alors vous êtes tous qualifiés, vous n'êtes pas du tout représentatifs des difficultés de la société française, vous êtes l'élite par, j'allais dire, le parcours que vous avez suivi, qui est lié à vos talents, mais aussi à la chance que la vie vous a donnée de rencontrer ou d'avoir des familles, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, notre problème à nous, c'est d'essayer aussi de réfléchir à cette partie importante de la jeunesse française qui a énormément de mal à s'insérer, énormément de mal à se qualifier, et plus généralement à trouver des moyens de réfléchir à une société française dont le principal problème économique, là je m'adresse à tous ceux qui sont plus économistes que géographes, j'ai vu beaucoup de gens hier soir, des géographes à plein de choses de qualité, mais qui sont des économistes. Et notre problème majeur en France, c'est celui de la qualification qu'on retrouve à l'évidence dans toutes les difficultés, dans la faiblesse de remonter en gamme, qui est notre problème industriel, notamment pour essayer d'exporter plus, pour retrouver le niveau d'industrie que nous avions. Tout ça est très compliqué, et ceci est très lié au phénomène de sous-qualification ou de mauvaise qualification que nous avons dans notre pays, ce qui, pour que vous compreniez bien les difficultés, pose une difficulté. Qui s'occupe de la requalification, qui s'occupe de la formation des jeunes? Il y a une éducation nationale de grande qualité, mais qui ne peut pas tout faire. Et il y a un secteur industriel, et il est clair que, par exemple, le succès évident
de la société, du président de la République, ça a été l'amélioration de tout ce qui a été l'apprentissage, l'augmentation du nombre de personnes qui ont été apprenties, et pour une raison qui est très simple, c'est qu'il y a eu un changement de gouvernance et de financement lié au fait que ce sont les régions qui ont cédé la place aux entreprises. Je ne suis pas un défenseur absolu des entreprises dans tous les domaines, mais il se trouve qu'en tout cas, ça mérite d'être réfléchi. Vous allez avoir 2 masterclass avec 2 personnalités formidables. Et pour moi, économiste, ces 2 personnalités que j'ai citées tout à l'heure, je connais mieux Étienne que Mme Masson-Delmotte, que je connais par ce qu'elle dit, parce que je l'ai vu, je l'ai déjà entendu, mais je ne la connaissais pas personnellement. Or qu'Étienne, c'est lui qui est le président du jury qui décerne, qui vous choisit, qui décerne les prix. Ces 2 personnes vont traiter, pour moi, le sujet du certain et de l'incertain. Le certain, c'est, et on va démarrer là-dessus, le certain, c'est l'idée que nous sommes confrontés à un problème climatique que vous allez bien mieux que moi décrire, de l'enjeu. Et ce qui est très intéressant dans cette approche, dans l'intitulé, après, je suis trop universitaire pour ne pas savoir que les intitulés et les titres d'intervention ne résument pas évidemment la richesse d'une pensée, d'une intervention, mais l'idée, c'est que c'est bien la jeunesse qui va pousser finalement l'évolution, le déclic politique, la volonté de transformer les choses, de décarboner le monde, tout simplement parce que c'est une question de survie de l'humanité. Et c'est pas parce que vous êtes formidable, vous l'êtes formidable, bien entendu, mais c'est pas parce que vous êtes formidable, c'est tout simplement parce que c'est vous les premiers intéressés. Moi, j'arriverai à tenir jusqu'à une température à peu près normale et je serai enterré sous une chaleur qui sera encore à peu près supportable. Vous, ça va être plus compliqué. Donc, c'est à vous de prendre le relais et c'est un domaine qui est un domaine de la certitude. Ça qui est intéressant. Côté Étienne, l'intitulé de son intervention est un peu plus compliqué, mais il est très riche. Alors j'ai passé, non pas des heures, mais j'ai beaucoup discuté pour savoir ce qu'il voulait dire. Je suis passionné par ce que dit Étienne Klein. Au passage, je vous conseille de lire un texte où, si Étienne veut bien le citer à un moment déterminé, ce sera très important. C'est un texte qui parle au fond du rôle de la science, de la rigueur scientifique, de la rigueur de la pensée dans un monde de fake news et dans un monde qui, en réalité, trahit la vérité. Et donc, vous êtes tous des jeunes qualifiés, vous êtes tous des jeunes qui avaient, au fond, été formés à la réflexion rigoureuse. Et il y a ce texte, mais je ne connais plus l'intitulé par cœur, mais Étienne, si tu peux le citer, ce sera formidable. C'est un des plus beaux textes que je n'ai jamais lu sur, j'allais dire, cette exigence que nous avons. Nous sommes envahis pas de mauvaise volonté. Moi, je ne crois pas du tout au complotisme, à la mauvaise volonté, simplement à l'idée que les nouvelles sont souvent peu vérifiées, peu réfléchies, peu commentées, et que il nous faut, vous, qui... Oui, il me reste 5 minutes, je sais, mais je suis très bavard, donc c'est à nous, c'est à vous d'essayer de vous imposer cette discipline qui est majeure. Alors, il va nous parler de quoi? De l'incertain. Et du fait que l'incertain conduit au choix sur la société, et que le choix, c'est, d'après ce que j'ai compris, hein, je ne sais pas si c'est ce qu'il va dire, mais c'est si j'avais été à sa place, c'est ce que j'aurais dit. Mais j'aurais dit beaucoup moins bien que lui. C'est l'incertain, c'est pour nous autres économiques l'évidence. On va avoir une reprise d'activité en France, hein, évidente. Pas besoin d'être un prix Nobel d'économie pour comprendre qu'on va avoir une croissance de 6%, après une chute de 10%, donc je ne suis pas non plus à tomber à la renverse. On va retrouver les chiffres de 2019, mi-2022, d'autant plus qu'il va y avoir un deuxième plan de relance parce que le président en exercice, se représentant, évidemment, il va mettre un peu d'huile dans les rouages. Enfin, tout ça, c'est des évidences de la vie. Il a raison, d'ailleurs, tant mieux. Et puis après, on va se retrouver confronté à l'incertitude macroéconomique de notre pays, qui est doublement difficile. Difficile parce que l'économie mondiale est une économie qui est très compliquée à saisir, très compliquée à
j'allais dire, à projeter. J'en prends juste un exemple dans les 3 minutes qui me restent, celui du vieillissement de la population. C'est un sujet qui est en réalité aujourd'hui impalpable, inconnaissable, imprévisible. Quel sera l'impact du vieillissement de la population? Personne ne le sait. Et vous verrez, on le dit, la Chine, mais l'Europe évidemment, et la France un peu moins que les autres. Et c'est la grande chance de la France de vous avoir. Donc on aura cette incertitude. Et au fond, ce que peut-être Étienne va en tous les cas lancer comme débat, c'est cette idée que le choix français et le choix de la jeunesse de notre pays et le choix des politiques qu'on va vraiment contraindre à expliciter leur position, ce choix sera celui qui fera l'avenir. Donc, au fond, rarement dans l'histoire, vous êtes souvent dans des trajectoires qui sont prédéterminées, tout est organisé, vous faites votre école, votre truc, votre bins, et youpla boum, vous avez un boulot, tout ça est écrit comme sur du papier à musique. Ben, dans le cas précis, non. Personne ne sait ce qui se passera dans les 2 ans qui viennent. Et c'est à vous, il reste 2 minutes, c'est à vous de le déterminer et c'est à vous de créer l'univers que vous souhaitez. Vous avez votre obligation sur la certitude et vous avez votre obligation sur l'incertitude. Donc vous n'êtes pas nos obligés, mais vos obligés. Et vous faites très attention, vous n'êtes jamais obligé de personne. Vous êtes obligé uniquement de vous-même et de vos exigences et de votre rigueur. Et d'une certaine manière, vous allez nous aider tout au long de ces 2 jours et demi à conduire avec le maximum de rigueur, le maximum d'exigence, le maximum de liberté d'opinion et de parole, le maximum, ces débats que nous aurons sur ce titre un peu ringard, hein, saisir ensemble, saisir l'avenir ensemble, c'est pas le sujet, c'est pas le sujet, enfin si c'est le sujet, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Pas dire grand-chose. En revanche, c'est que sera le capitalisme de demain et est-ce que la France peut rebondir? Ce sont les 2 questions qui vous sont posées, qui nous sont posées et auxquelles on va répondre ensemble en 2 journées et demie. Voilà. Je n'ai plus qu'à passer la parole à la première masterclass, à Mme Masson-Delmotte, qui nous fait l'immense honneur de bien vouloir consacrer un petit peu de son temps pour venir. Et je sais que doit lui rejoindre de manière topissime mon collègue André Cartapanis qui ouvre sur un plan, j'allais dire scientifique, cette première masterclass. Alors André Cartapanis, c'est un type formidable aussi, mais beaucoup d'entre vous l'ont dans son master. Et moi-même, j'ai postulé pour rentrer en M1 dans son master l'année prochaine, dans son master, mais c'est trop compliqué et trop sélectif pour moi. Et puis arrive en moto Éric Le Boucher, mais j'espère que la moto sera au rendez-vous. Voilà, bonne matinée et merci à tout le monde d'être là.